Quel est le sujet de mon nouveau livre? Eh ben, c'est sur l'entreprise agile, justement, d'où le meet-up, d'où la présence de Florent et Jérôme qui ont eu leur approche. La présence de Pierre Ness cet automne qui avait écrit Agile Organisation. Donc, tous ceux qui réfléchissent à l'agilité au niveau organisationnel entreprise sont les bienvenus pour alimenter toutes nos réflexions, qu'on progresse ensemble. Et parce que bah, c'est évidemment polymorphe, hein, l'entreprise agile, il y a plein de manières de l'aborder, chacun avec sa manière. Moi, j'ai une approche plus de technicien, je pense. J'aime bien les modèles, je m'intéresse à la stratégie, tout ça, donc j'ai une perspective un peu différente. Donc voilà, en tout cas, c'est là-dessus que. Et mon livre, plus précisément, pour répondre à ta question, Julien, ça porte sur un framework pour l'entreprise agile que je développe et dont j'ai présenté, il y a un replay, c'était le meet-up de décembre, j'ai présenté les premières idées, donc c'était mal dégrossi encore, mais plus ça va, plus ça s'affine, et je commence à voir les idées claires, ça se précise tout ça. Question sur ton framework, là, tu l'as éprouvé sur le terrain? Bah, alors déjà non Julien, c'est pas mon premier bouquin, j'ai écrit plusieurs livres sur Kanban et un sur les OKR, donc ça serait mon 4, 5, 6e. Et j'avais participé à Rupture Douce, le un et le 2 en plus. Est-ce que je l'éprouve sur le terrain? Alors, la réponse est, euh, est compliquée. Déjà, non concrètement, parce que je suis en train de le développer. Mais en fait, la particularité de ce framework, c'est que c'est un framework qui est agnostique des méthodes. Et une des particularités, c'est que j'essaye d'identifier des archétypes d'organisation agile. Je vais vous questionner un petit peu là-dessus parce que vous avez produits et services, en tout cas sur au niveau des équipes. Et au niveau des archétypes, on a déjà éprouvé une organisation produit en mode agile, on connaît, une organisation service avec du Kanban, on connaît. Donc j'ai éprouvé et on a éprouvé les uns et les autres déjà des archétypes. Et là, j'ai une vision, j'essaie de me mettre au-dessus en disant, du point de vue de la stratégie, corporate et business, bah, il y a des archétypes qui sont plus adaptés. Et donc, c'est cette vision plus d'ensemble que j'ai pas éprouvée, mais j'ai pas d'inquiétude sur le fait que ça marche. En revanche, associé avec ce framework, il y a des outils. Et les outils que je développe, on les a pas encore éprouvés. Et ça, par contre, ça, c'est beaucoup plus à faire, facile à faire, je veux dire. Et c'est les outils qu'on a présentés avec Romain Couturier dans les deux dernières conférences qu'on a faites. Ok. Voilà. Mais les outils, c'est plus facile à faire évoluer que comment dire, les fondamentaux d'un framework, quoi. Parce qu'une fois que tu es engagé sur une voie, c'est dur d'en changer. Hmm. Je propose, en attendant que tout le monde arrive, bah, que vous vous présentiez l'un après l'autre. Ouais, Comme ça va faire venir les gens. ok, Et puis après, on attaque les questions-réponses. ça Ça vous marche. convient? Allez, Florent, Alors, commence. attends, est-ce que j'ai bien. Ouais, c'est en Enregistrement enregistrement. est bon. Ça, c'est Ouais. cool. Ouais. Tu veux que je commence, Jérôme? Bah ouais. Merci. Donc moi, je m'appelle Florent Loton, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années, même enfin, l'année passe vite cette année en particulier, donc ça va faire 16 ans d'agilité, sur 25, 26 ans de carrière à peu près, en ayant commencé en tant que développeur. Et, euh, et depuis, évidemment, on n'arrête pas de partager à travers le site agiste.fr, les formations, enfin plein de choses sous plein de formes sur cette passion qu'on a de l'agilité. Moi, je considère ça vraiment comme un virus. Une fois qu'on a goûté un peu aux bénéfices, on partage tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que j'exerce cette fonction de coach agile, de formateur. Et puis on a créé aussi notre propre organisme de formation, l'Agiliste, organisme de formation professionnelle. Donc ça devient aussi un canal important aujourd'hui dans notre activité, avec quand même un cœur d'expertise autour de Scrum.
Même si je suis quelqu'un de très curieux comme plein de gens, donc j'ai touché à plein de choses, surtout en tant qu'ancien développeur, je continue encore aujourd'hui à explorer le codage avec les méthodes d'aujourd'hui et l'IA en particulier en ce moment qui est assez intéressante évidemment. Euh, donc pour faire court, voilà mon parcours. Après, il y a une caractéristique me concernant, c'est que j'ai eu la chance d'exercer le métier de responsable de département en interne chez Swiss Life et ça a apporté un regard très différent de celui que j'avais de l'extérieur. Quand j'étais plutôt en société de service ou en consulting. Et puis avoir des fonctions managériales en pratique avec cette posture de manager agile, ça m'a permis aussi permis de pousser aux limites pas mal de choses euh, en étant vraiment comme ça en interne. En côtoyant le COMEX et puis avec les équipes et les enjeux d'une véritable entreprise d'une certaine taille comme ça, de Swiss Life, c'est quand même à peu près 2000 personnes en France. Donc c'est une expérience qui m'a beaucoup apporté et qui aujourd'hui, je pense, me distingue parfois dans l'approche de ce que je faisais avant en étant dans le conseil pur. Voilà, aujourd'hui, je suis plus en freelance, mais je m'arrête là pour laisser de la place à Jérôme quand même. Ouais, ouais, merci Florent. Ouais, donc moi ça va être rapide parce qu'en fait c'est un parcours assez similaire. La seule différence c'est que je j'ai pas travaillé comme lui dans un département comme il a pu le faire chez Swiss Life. J'ai toujours été consultant. Moi ça va faire une quinzaine d'années sur l'agilité, dont une dizaine en tant que coach agile. Et ça fait 4 5 ans que je suis freelance. Donc que dire de plus? Ah, quand même, il y a quand même un sujet en ce moment, c'est que je suis en train de pas mal de pivoter pour mettre un peu de côté l'agilité en tant que sujet que je vends en fait, même si c'est quelque chose que j'ai totalement intégré, j'intègre dans mon activité. Voilà, je le mets plus en avant comme quelque chose que je vends. Voilà, c'est peut-être ça la particularité aussi actuellement par rapport à mon activité. Et du coup, qu'est-ce que tu vends? Je vends l'accompagnement des dirigeants pour les aider à y voir plus clair. Aujourd'hui, il y a un sujet très, très, très fort aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle. Et il y a plein d'entreprises qui se posent des questions, qui veulent y aller, mais ne savent pas comment y aller. Et l'idée, c'est de trouver des cas d'usage avec eux et les aider à les mettre en place. Et après, derrière, je tire toutes mes compétences et mes connaissances en termes d'agilité, mais voilà, je le vends pas En tant que tel. comme ça, quoi, en premier abord. Super. Bon, bah, merci Florent et Jérôme pour cette présentation. On est une quinzaine, hein. Non, ouais, c'est ça, 14. Donc on a le quorum. Vous allez nous parler, mais c'est surtout nous qui allons vous poser des questions donc pour déclencher des discussions sur votre livre. Vous l'avez écrit quand? Et Alors, comment racontez juste rapidement l'histoire de ce livre. ouais, en fait, ça a commencé par un MOOC, voilà, Massive Online Courses. C'était pas un livre à la base. C'était un peu une commande que m'avait faite la startup Youno avec qui je travaille depuis plus de 10 ans maintenant, avec qui j'avais créé mes premières formations en ligne. Là, c'était plutôt des SPOC, Small Private Online Courses. Donc, on était, enfin, Youno est pionnière en France là-dessus, sur les MOOC à l'époque, et puis ensuite les SPOC. Et donc, on a eu cette commande de l'entreprise Agile de faire un MOOC sur ce sujet-là. Et évidemment, sur des échanges qu'on avait eus avec l'équipe Youno, et donc, je me suis dit, ouais, c'est le bon moment pour le faire parce qu'en plus, je venais d'intégrer Swiss Life et je me confrontais à ce plafond de verre qu'on rencontre quand on arrive au bout d'un moment à avoir mis en place l'agilité sur certaines équipes, quelques équipes, puis après, on voit bien tout le potentiel que ça peut avoir à toute l'échelle d'une entreprise et donc, arrive tout de suite cette notion d'entreprise agile pour moi à cette époque-là. Et donc, le MOOC était une occasion pour moi de toucher plus de monde. Parce que là, quand on est sur un MOOC, en général, on est sur des milliers de personnes. C'est beaucoup plus que ce que je pouvais toucher par mes petits bras avec ma newsletter ou des conférences type Agile Tour, des choses comme ça. Et puis peut-être toucher aussi un public beaucoup plus hétérogène. Et donc, quand on s'est dit qu'on allait bosser là-dessus avec Youno, ben, je m'imaginais pas travailler seul là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai convié Jérôme parce que voilà, on n'aurait pas été trop de deux à réfléchir à un sujet pareil. C'est quand même un gros sujet. Donc on a travaillé ensemble sur la production du MOOC. On a lancé le MOOC 2016-2017. On a dû faire deux sessions, une en fin 2016, une en 2017. On a fait plus de 6000 inscriptions. Donc on a finalement voilà touché une quantité de personnes assez importante. C'était cet objectif-là. Et puis après, avec Jérôme, on s'est dit, mais
En fait, quand on bosse sur un MOOC avec Youno, il y a toute une armée derrière d'ingénieurs pédagogiques, des gens qui ont vraiment toute cette compétence pour vraiment créer des formations en ligne impactantes, je dirais pas addictives, faut pas exagérer, mais où il y a vraiment un vrai savoir-faire sur l'ingénierie pédagogique derrière. Et du coup, on a été beaucoup challengé par l'ingénieur pédagogique qui bossait avec nous sur les scripts. En fait, chaque vidéo est scriptée au millimètre pour donner le bon message au bon moment, sans trop de mots, sans trop en dire, sans non plus être voilà, trop long. Et du coup, ça pousse à vraiment euh, donner l'essence du message et des connaissances associées. Et du coup, on avait le livre qui était quasiment déjà écrit, en fait. On avait tous les scripts, tu vois. Et tout était déjà structuré de façon correcte pour en faire un livre. Évidemment, il fallait un peu de boulot derrière pour vraiment en faire un livre, tu vois. Mais on s'est dit avec Jérôme, ben là, c'est l'occasion à la fois d'offrir un autre canal de communication de tout ça pour des gens qui n'ont pas spécialement cette appétence à aller s'inscrire sur un MOOC. Et en plus, on s'est dit que ce canal-là, ça serait intéressant pour toucher une population en particulier, même si le but c'est de toucher toute personne intéressée par ça, hein. N'importe quelle personne de la hiérarchie d'une entreprise pourrait être intéressée par ce MOOC, mais on s'est dit, il y a quand même les dirigeants, ceux qui ont la main sur l'organisation, c'est sans doute eux qu'il faudrait réussir à toucher, et ceux-là, bon, ils vont pas passer 15 heures sur un MOOC, enfin, pas nécessairement, quoi. Hmm. Donc le livre, c'est pas mal et on s'est dit, voilà, si on arrive à faire un livre qui fait moins de 120 pages, qui soit digeste et qui donne les bons messages, bah, on aura peut-être fait quelque chose de pas trop mal, on aura peut-être contribué un peu à communiquer les messages qu'on a envie de communiquer et apporter une définition à ce qu'est une entreprise agile, etc. Bref, du coup, on a tenté l'aventure. À l'époque, il y avait déjà Amazon KDP qui existait déjà, on pouvait auto-publier des livres, donc on a tenté le coup sans éditeur, sans véritable éditeur. Hmm. Peut-être qu'on reviendra là-dessus plus tard, Ouais. mais bon, voilà, l'idée aussi, c'était de tester un peu en mode MVP, tu vois, à la fois ce canal, cette audience, et puis bah, ce format d'édition en autonomie, quoi. Je sais pas Cool. si Beau projet. Jérôme le racontera autrement. Ouais, non, mais après, c'est vrai que je me souviens quand tu m'avais appelé pour ce projet-là, on avait déjà collaboré ensemble, on avait été développeurs sur le même projet, donc on se connaissait bien, on avait confiance en travailler ensemble, et puis aussi on avait collaboré sur des projets agiles. De loin, je pense, sur l'agilité, on avait vraiment, on se suivait un peu de loin sur ce sujet-là. Et donc quand enfin moi je le suivais parce que il y avait l'agiliste déjà qui existait, et, avec toutes ces formations qu'il pouvait donner. Donc quand il m'a contacté sur ce sujet-là, voilà, j'ai même pas réfléchi quoi. J'ai dit OK quoi, on y va. Je trouvais que le projet était beau et travailler avec Youno, moi j'ai appris énormément de choses sur tout ce que tu as raconté là, sur les ingénieurs pédagogiques, de tourner une vidéo, c'était pas simple, hein. On a vraiment. Donc du coup, l'idée finalement de faire fructifier ce travail qui avait été quand même assez conséquent avec ce MOOC pour en faire quelque chose d'autre et pour essayer de diffuser ce message-là de façon différente. Je crois que c'était un projet intéressant justement de donner une deuxième vie à tout ce travail. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'en suis assez fier de ce travail parce que finalement, c'est quelque chose où on a fait l'effort d'essayer de vulgariser au maximum, de synthétiser au maximum. C'est vraiment ce qui en ressort, hein. Il y a ce que disait Philippe là, dans les commentaires, c'est effectivement, il y a 120 pages et c'était pas simple de vulgariser un sujet aussi vaste en 120 pages en fait. Et c'était vraiment ça la difficulté. Ouais, pour Mm. avoir écrit des livres vulgarisés et être, comment dire, y aller droit au but, trouver l'essentiel, c'est très dur. Donc déjà, félicitations, il se lit très facilement. Je pense que le job est fait à ce niveau-là. Merci. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai des points, donc, mais qui veut commencer? Qui l'a lu déjà, le livre? Donc Philippe. Pas en entier. Donc il va falloir nous donner l'essence. Et puis on va échanger comme ça, c'est pas grave. Donc moi j'ai plusieurs questions. La première, c'est la plus facile. Les autres sont plus dures. La première, c'est Allez. pourquoi avoir choisi comme définition de l'entreprise agile la définition de Deloitte. Je vous la mets dans le chat. Celle qui nous semblait la moins bonne.
La moins mauvaise, la moins La moins mauvaise. mauvaise. Mais, Il y a un acte là, manqué ou un. j'ai mon heure critique, là, je sens que mon cerveau commence à s'éteindre. Mais oui, non, c'est ça, c'était je pense, la moins mauvaise. De l'époque. De Voilà, et puis l'époque, ouais. bon, il y a quand même une forme d'autorité un peu de ces boîtes de conseil à la Deloitte, et du coup, à l'époque, ça nous allait, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas, Jérôme, mais Mm. moi, ça m'allait pour déjà apporter un peu d'éclairage là-dessus et s'appuyer sur une référence, tu vois, et citer au passage d'ailleurs leur livre blanc qui avait le mérite d'exister, qui était Ouais, ouais. intéressant. Donc voilà, tout simplement, on n'a pas voulu réinventer la roue là-dessus, en tout cas en ce qui me concerne, Jérôme, je sais pas, Mm. mais Non, non, c'est vrai, quand tu avais proposé ça, j'avoue que c'était pas le enfin, c'était pas vraiment le sujet de redéfinir à l'époque. Il y avait déjà tellement, tellement de choses à faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis qu'il y aurait peut-être matière à la retravailler, c'est ouais, évident. je pense. C'était la question d'après. C'est Mm. si vous deveniez. Parce que vous avez quand même écrit un livre sur l'entreprise agile, donc une définition s'impose. Hmm. Et aujourd'hui, ce serait, s'il y avait à revenir dessus, ce serait quoi? Ah, moi, ces derniers temps, j'ai relu un interview d'Henrik Niebuhr qui disait que être agile, c'était enfin, j'ai plus le terme exact, je pourrais le retrouver peut-être en cherchant un peu, mais un truc du genre, voilà, être armé face à la complexité ou un truc comme ça. Voilà, bon, l'incertitude, mais on revient toujours un peu à ça. Si vraiment on veut faire une définition très courte, c'est à l'échelle d'une entreprise comment je m'arme face à la complexité et tout ce qui va derrière. Et voilà, je vais laisser répondre Jérôme. Entre-temps, je vais essayer de retrouver la petite citation pour la Mm. partager, mais je crois que c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça, répondre à la complexité et être en capacité de répondre rapidement, enfin d'apporter de la valeur à ses clients tout en étant aussi force de motivation pour ses collaborateurs, quoi. Et motiver ses collaborateurs pour apporter de la valeur à ses clients. Il y a cette dimension-là avec toutes les dimensions qu'on connaît de culture de l'amélioration continue, du droit à l'erreur, j'en oublie probablement, mais voilà. J'ai pas préparé cette question, donc je peux pas trop en Ouais, dire plus pour le moment. c'est une question piège, hein, parce que Ouais. quand on a commencé le meet-up, on a réfléchi ensemble à la Ouais, je me définition souviens. et on n'a pas encore conclu réellement. Il y a Donc, passé du temps pour ça. on y a passé du temps. Puis chacun a son parti pris, son point de vue sur le sujet. Donc, trouver une définition. En fait, c'est chacun a sa Ouais. définition quelque part. Mais moi, je cherche toujours. Puis après, il y a la question de Julien. Je cherche toujours dans une définition à apporter quelque chose, un point de vue spécifique. Mm. C'est-à-dire ce qui diffère du reste. Par exemple, dans la définition de Deloitte, apporter des solutions concrètes et personnalisées à ses clients. Je vois pas quelle boîte n'essaye pas de répondre à ça. Donc, c'est pas Mm. spécifique à l'agilité. Par contre, de continuer à apporter des solutions concrètes, personnalisées dans un contexte de changement, ça peut être déjà un peu plus chaud. Hmm. Et puis, bah, nourrir la richesse de ses collaborateurs. Est-ce que c'est spécifique à l'agilité? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Et au-delà de la définition, donc c'est Julien qui pose la question, quelles seraient les entreprises agiles à titre d'exemple? Salut. C'est une bonne question. Si on n'a pas la définition, on a peut-être des exemples. Ouais, je pense que c'est une combinaison en fait, parce que tu vois, par exemple, aujourd'hui, enfin, jusqu'à ces derniers événements, j'aurais tendance à dire que Tesla, SpaceX aurait été une très belle référence. Maintenant, quand on voit le rythme de travail qu'impose un Elon Musk ou s'impose à lui-même et du coup on a tendance à l'imposer aux autres et puis à l'état d'esprit parfois un peu bizarre, c'est difficile de se faire une idée. Toutefois, Joe Justice qui a vraiment pas mal bossé là-bas et qui est venu raconter ce qu'il a vécu à l'intérieur, c'est pas du tout pareil que ce qu'on lit dans les médias. Mm. Euh, donc je trouve il y a plein de choses quand même qui sont là-dedans dans ces boîtes-là qui relèvent de l'agilité et après voilà il y a cette interrogation sur le respect de l'humain, la culture managériale, etc. Mais voilà, tout en étant très Mm. prudent sur ce que les médias nous en disent, quoi. Parce que je pense qu'une des réalités, par exemple, c'est l'absence de niveau fort hiérarchique et de ligne managériale, etc. Avec une autonomie assez dingue sur les équipes, la prise de décision, l'attribution du budget. Euh, Mm. et je Ouais, je pense pense. qu'on n'est pas très loin de ce que décrit Pierre Neis dans son interview que tu as fait de lui sur ce mode un peu
une idée de produit ou de service, hop, il y a une micro-startup qui se crée. Et ça, c'est une des choses que Joe Justice décrivait, il me semble, de mémoire dans un interview que j'avais vu il y a 1 ou 2 ans. Euh, Sur le fait qu'on arrivait dans les locaux de Tesla le matin et puis d'emblée il y avait un espèce de zone forum ouvert avec les trucs, les idées de la journée et puis les essais se créaient autour des différentes idées. Chacun s'affectait le taf à partir d'objectifs qui étaient explicités comme ça par, j'appelle ça un forum ouvert, mais c'était autre chose en tout cas, bon, du management visuel ou équivalent. Bon, enfin, voilà, c'est Ouais. compliqué évidemment quand on n'y est pas dedans, mais voilà, on a au moins ces petits retours d'expérience et je trouve que ces entreprises quand même évidemment ont poussé aux limites l'agilité quoi. Ouais. Je suis assez Donc d'accord. plutôt. Si je veux compléter, parce que moi j'ai eu la chance d'interviewer, enfin, de poser des questions à Joe Justice pour le coup, parce que je suis allé c'était pas un meet-up, c'était une formation, c'était une masterclass en fait, d'une ou deux journées avec lui. Et en fait, je lui ai posé la question spécifiquement à un moment donné vis-à-vis de la sécurité psychologique, puisqu'il disait que c'était un élément hyper important pour une organisation agile en fait. Et chez Tesla, a priori, il y avait une forme de sécurité psychologique, malgré les frasques qu'on peut voir vu de l'extérieur du dirigeant qui est Elon Musk, quoi. Mhm. Donc, a priori, cet élément-là était présent d'après lui. Et moi, ce que je voulais dire aussi vis-à-vis de Tesla et vis-à-vis de ce qu'on peut voir d'Elon Musk aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires. En particulier avec SpaceX, en fait, il embarque tout le monde dans son histoire. Il embarque tous ses collaborateurs sur Mars, en fait. D'ailleurs, je pense que tous ses collaborateurs sont déjà sur Mars, en fait, dans leur imaginaire. Et je pense que c'est ça une grosse caractéristique d'une entreprise agile, et peut-être d'ailleurs de n'importe quelle entreprise qui fonctionne, finalement, qu'elle soit agile ou pas, c'est d'être en capacité d'embarquer tout le monde en racontant des histoires. Et après, là, peut-être la caractéristique agile qui suit derrière, c'est comment est-ce qu'on met ça en musique. Et la mise en musique, c'est une grosse forme, enfin, mise en avant de l'autonomie de façon très, très, très forte, avec très peu de bureaucratie. Ça, c'est un des éléments qu'on voit très fort dans les entreprises d'Elon Musk. Et puis après, des produits qui sont juste. Moi, j'ai la chance de conduire une Tesla en ce moment. Je conduis pas une voiture, quoi. C'est un iPad sur roue et c'est sans friction, quoi. C'est, Voilà, le test and learn et tout ça, ouais, Ça classique. marche. Vendu. Une autre question de Julien pour la suite. Une autre question, c'est L'entreprise libérée. non, non. Alors, il y avait l'entreprise libérée. Ouais, on va revenir dessus. C'est aussi, bah, si on a un exemple d'entreprise agile, c'est bien. Mais quelle est la tendance de la progression de l'entreprise agile? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou ça stagne? Oh, oui, et puis, pardon, peut-être le ratio. Là, on a parlé d'une boîte Un hyper exemple. performante, hein, mais on pourrait dire qu'il y en a 10% dans le monde, que c'est extrêmement rare, que ça a été éphémère, que ça progresse. On en est où d'après vous sur ces sujets? Là, on a pour moi aucune data là-dessus quoi. Non. Mais J'allais dire ouais, déjà qu'on n'est pas d'accord sur la définition. ouais, Du en coup, plus. ça va être dur. Ça va être dur de trouver des ratios. Non, c'est hyper dur comme question. Moi, j'ai aucune data. Ouais, vous en avez pas non plus. On parlait des GAFA à un moment, mais là, on parle que de Ouais, Tesla. Bon. et je sais pas, par exemple, tu vois, Google, qu'on a longtemps cité comme une référence sur l'agilité, enfin, je sais pas, je spécule sans doute, mais j'ai l'impression qu'ils ont une armée de gens qui bossent sur l'IA, contrairement à OpenAI quand ils sont lancés, ou même plus petits, ceux qui bossent sur Llama et qui, d'ailleurs, gérés par un Français, en plus de l'open source chez Facebook, là, enfin, Meta. C'est des petites équipes, quoi. À l'inverse, Google, ils ont une armée. Et on peut pas dire que leur IA, elle soit hyper puissante et utilisée, quoi. Et pourquoi? Enfin, une des analyses, c'est qu'il y a déjà une bureaucratie qui est dingue. Et du coup, c'est là où ça devient compliqué, effectivement, de se faire une opinion là-dessus. Bon, il y a Amazon aussi, qui a longtemps aussi été intéressante sur du point de vue de l'agilité, mais ouais, c'est compliqué, et surtout, je pense qu'on peut pas généraliser sur des boîtes de cette taille-là. Il y a sans doute des entités sur lesquelles il y a peut-être pas du tout d'agilité, ou d'autres où c'est très poussé. Euh, donc ouais, pour moi c'est une question qui est compliquée. Enfin, on n'a pas de données. Clairement, il faudrait qu'on fasse le tour de tous les coachs agiles de France éventuellement pour déjà voir sur la France et sonder
qui d'entre nous ont vu des entreprises 100% agiles et je suis même pas sûr qu'on arrive à chaque systématiquement à ce 100% et en fait on s'en fout, c'est pas une fin en soi. Ça peut être du 70, ça peut être du 75 et l'entreprise du moment qu'elle a la croissance qu'elle souhaite avoir et qu'elle arrive à dompter la complexité même avec 60% d'agilité, bah tant mieux, ça y a pas besoin d'aller à 65 ou 70 quoi. Mm. Il y a deux livres que j'aime bien citer qui donnent beaucoup d'exemples en fait d'entreprises qui, quand on lit ces livres, on a l'impression que c'est des entreprises agiles. Et c'est pourtant des livres qui parlent même pas d'agilité. Il y a le livre de Frédéric Laloux, vous connaissez probablement, qui s'appelle Reinventing Organization. C'est beaucoup finalement. Lui, il est allé voir les entreprises Hmm. qui Oui, fonctionnaient, c'est vrai. qui marchaient bien. Et les entreprises qu'il cite, en fait, pour moi, c'est des entreprises agiles, quoi. Mais à aucun moment, il parle de ce mot-là. Il donne ce Hmm. mot-là. Et il y a l'autre livre aussi qui date un peu plus, qui s'appelle La cinquième discipline. Et dedans, il y a aussi énormément d'exemples d'entreprises. Quand on lit ces exemples, on a juste l'impression de voir des entreprises agiles qui fonctionnent en fait. Et à aucun moment, ils parlent d'agilité. Ouais, Donc je ces pense qu'il y a entre- des exemples, il y en a plein, et il y en a même voilà, depuis bien longtemps en fait, on en a des exemples. c'est les entreprises apprenantes, mais il n'y en a pas tant que ça non plus, de vraies entreprises Non. apprenantes. Et en fait, tu as l'impression de voir des entreprises agiles parce que l'apprentissage, c'est le revers de la médaille du changement. Pour changer, il faut apprendre. Hmm. Et donc, et si on se dit que l'entreprise agile, c'est une organisation qui sait dompter le changement, au travers sa complexité et l'incertitude, c'est normal de s'identifier à l'entreprise apprenante. Hmm. Enfin, le lien est Ouais, assez fort, on va dire. ouais, c'est vrai. Mais après, l'entreprise apprenante veut dire aussi d'autres choses et l'entreprise agile veut dire d'autres choses. Et donc, il y a des points de recouvrement, mais pas seulement. Hmm. Et tant qu'on en est aux autres entreprises donc apprenantes, il y avait la question de Julien sur l'entreprise libérée. Est-ce que ça fait partie des entreprises agiles selon vous? C'est tellement 2010. Ouais. Ouais, l'entreprise libérée, bon, j'ai lu pas mal Isaac Gates et puis vu un peu les retours d'expérience qu'il a relayés sur voilà cette notion d'entreprise libérée, etc. Et j'ai trouvé que le modèle qui pour moi se rapprochait le plus, parce que, enfin, l'entreprise libérée, il y a aucun framework, il y a aucun outil, il y a aucune méthode ou process qui permet de passer à l'entreprise libérée. Enfin, c'est juste un concept entre guillemets, c'est la description d'un type d'entreprise, on va dire. Et j'ai trouvé que l'holacratie, après m'être intéressé à la sociocratie, l'holacratie était quelque part quelque chose qui, clé en main, permettait d'avoir de se rapprocher de ce modèle d'équipe d'entreprise libérée, quoi. Parce qu'en fait, la caractéristique, contrairement à Scrum, que pourtant j'adore, et plein d'autres méthodes agiles, c'est pas quelque chose qui est vraiment applicable à toute l'entreprise en l'état. Alors que l'holacratie, ça a beau être quand même du lourd et peut-être compliqué à implémenter, etc. Mais l'avantage, c'est qu'en l'état, ça peut couvrir a priori tous les services d'une entreprise. C'est suffisamment générique, suffisamment régi par des règles suffisamment fines et elles-mêmes issues d'empirisme. Je veux dire, l'holacratie, on est déjà, je sais pas à quelle version on est l'holacratie, quoi. Ça a beaucoup à bouger. Et donc pour moi, dans notre livre, d'ailleurs, on termine de mémoire là-dessus, on ouvre sur cette notion d'entreprise libérée avec l'holacratie notamment. Et voilà, pour moi, l'holacratie pourrait être quelque chose qui vient servir le modèle de l'entreprise libérée, qui serait un modèle implémentable permettant d'arriver à ce statut d'entreprise libérée. Et peut-être qu'on serait quelque part sur un synonyme d'entreprise agile sous bien des aspects. Voilà. Ouais, moi je tempère un peu Avec, plus. Alors aujourd'hui, on parle d'entreprise libérante. Vas-y, Julien. non, pardon, je disais, Ouais. avec l'exemple de Zappos à un moment, qui Oui. a été très holacratique et très américaine et entreprise agile. C'est pas Ouais. évident, je trouve, hein, de trouver un Mais ils exemple sont venus qui a- de et l'holacratie ils s'y aussi sont chez revenus Zappos. en Ouais. plus. Donc, Mm. Ouais, Moi, mais j'ai vu. il le raconte ça et c'est intéressant le motif, enfin les raisons du retour, mais là je l'ai plus en tête, mais enfin, c'est pas un rejet du truc quoi, J'avais vu une conférence il me d'Alexandre semble. Gérard, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alexandre Gérard, je sais plus comment elle s'appelle, son entreprise. En fait, lui, il était inspiré par Zobrist, Jean-François Zobrist. Il Mhm. avait vu une conférence de Jean-François Zobrist et quand il est allé le voir, il a dit, j'ai envie de faire la même chose, quoi.
Et il a réussi à le faire, non sans mal, mais en fait, c'est venu de lui. C'est venu de lui, c'est le dirigeant de sa boîte. Alors, je me souviens plus de le nom de sa boîte, mais je vous laisserai chercher. Et je sais Ouais. pas où il en est aujourd'hui, mais quand j'ai vu sa conférence, Il f- enfin, j'ai eu le sentiment d'être face à une entreprise qui respirait l'agilité, quoi. Et ça Ouais, reste une conférence et un retour d'expérience. non, mais c'est effectivement, il l'a fait et maintenant il fait du conseil pour accompagner les dirigeants vers l'entreprise libérante, parce que Hmm. libérer, c'était pas le bon terme. D'accord. Et donc il fait du conseil, mais en réalité, ils en accompagnent pas beaucoup parce que, enfin, après, je connais pas bien le business, hein, mais c'est des formes de modèles, et après on va revenir plus à votre livre. C'est des formes de modèles organisationnels qui sont extrêmes, donc qui marchent dans certains contextes, mais qui n'ont pas vocation à être universels, on va dire, alors que l'holacratie, la sociocratie le sont beaucoup plus. Hmm. Et donc ils reviennent un petit peu en arrière parce que bah ouais, ils veulent capitaliser sur leur expérience, mais sur un modèle qui est difficile à propager, on va dire. Donc ils reviennent à quelque chose d'un peu plus, de moins extrême. Hmm. Et puis, et l'entreprise libérée, c'est un faux positif dans le sens où ça repose sur un leader charismatique, parce que c'est lui qui fait le changement, c'est le leader. Et au final, ça devient une entreprise hyper centralisée, qui a priori est très décentralisée, mais qui en fait qui repose énormément sur le leader. Hmm. Hmm. Et donc, il y a un truc qui marche pas bien là-dedans, mais bon, on va pas, c'est pas le Hmm. sujet d'aujourd'hui. On pourra faire un sujet entreprise libérée Hmm. Ouais. une autre fois. Dans votre livre, donc vous revenez, vous êtes quand même les pieds beaucoup plus sur terre. Et donc, le premier niveau, c'est au niveau, alors vous parlez de plein de choses, hein, mais au niveau des équipes, euh, le premier point qui me pose des questions positivement, on va dire, c'est que vous énumérez toutes les méthodes, du design thinking en passant par Lean Startup, Scrum, Kanban et Lean, et, et- et comment dire, en disant, bah, finalement, euh, au niveau de l'entreprise, bah, il faut qu'on retrouve un petit peu de tout ça parce que le design thinking, c'est bien. Attendez, pardon, faut que je. Ok. Euh, le design thinking, c'est bien quand on est dans l'idéation, le Lean Startup quand on teste les idées, le Scrum pour développer, pour être productif, le Kanban quand on fait du service, etc. Donc ça veut dire que selon les contextes, ou le cycle de vie en tout cas de l'idée ou du produit, bah, il y a différentes méthodes. Donc la question que j'ai, c'est est-ce que finalement, les équipes choisissent leur méthode dans votre perspective? Deux, est-ce que les méthodes doivent maîtriser toutes les méthodes? Les équipes, pardon, doivent maîtriser toutes les méthodes. Si elles sont stables, c'est-à-dire si j'ai une équipe produit qui accompagne l'idée jusqu'au produit dans sa vie mature, on va dire, ça veut dire qu'elle va passer par du design thinking, du Lean Startup, du Scrum, du Kanban, etc. Est-ce que l'équipe doit maîtriser tout ça? On en arrive un petit peu à discipline agile qui dit c'est le cycle de vie de l'équipe, hein, et qui va passer par plusieurs méthodes. Donc, voilà un petit peu les Hmm. questions autour des méthodes et des équipes. Ok. Peut-être pour commencer à répondre, après je te laisserai peut-être compléter, Florent. Hmm. Pour moi, l'intention du livre n'était pas du tout d'être prescriptif, hein. Ouais. C'était et de dire voilà, il faut absolument passer par telle étape plus telle étape plus telle étape. L'idée, c'était vraiment de recenser ce qu'on connaissait à l'époque des approches qui fonctionnaient bien pour telle ou telle étape. Ouais. Après, voilà, à aucun moment on dit voilà, il faut absolument suivre, c'est d'abord passer par du design thinking, ensuite voilà. Hmm. Si tu es déjà sur un projet où tu es en train de délivrer quelque chose, c'est peut-être pas nécessaire, effectivement. En fait, l'idée, c'était vraiment de dépeindre un peu, ouais, c'est ça, les méthodes qu'on connaissait à ce moment-là, et de les lister et de dire, voilà, à quel point ça pouvait être pertinent pour les entreprises si elles voulaient aller vers plus d'agilité, quoi. D'accord, ça, ok, pas de prescriptif, je m'entends, c'était un petit peu l'état de l'art des méthodos, on va dire. Ça, je le conçois. Mais maintenant, on se projette. Et ça veut dire que comment vous voyez les choses? Est-ce qu'une équipe, donc, elle maîtrise toute cette boîte à outils de l'agilité méthodologique?
comment vous voyez ça réparti dans l'organisation aujourd'hui? Bah, moi, je suis effectivement dans cette optique-là, dans le sens où l'idée, c'était de montrer la plus forte valeur ajoutée de chacune de ces méthodes euh, et de positionner cette valeur ajoutée dans la chaîne de valeur ou dans le cycle de vie, comme tu disais, tu vois, de façon à vraiment pour quelqu'un qui veut exploiter tout le potentiel de l'agilité, ben, selon l'étape où il en est, ou qui sache où aller piocher le truc. Alors évidemment, et si on est sur une équipe qui gère tout le cycle de vie et toute la chaîne de valeur, oui, si elle veut exploiter au maximum l'agilité, ben, elle va être compétente dans chacune de ces méthodes. Euh, et ce qui va bien dans cette histoire-là, c'est que tout repose sur globalement les mêmes principes de test and learn, de la même posture qui permet aux équipes d'être autonomes et d'avoir de la réactivité. Il y a la pluridisciplinarité à chaque fois. Enfin, il y a plein de choses qu'on retrouve communes à ces différentes méthodes. Et, euh, et après, bah, c'est comme dans la vraie vie, on va avoir à chaque fois peut-être des fonctionnements un peu hybrides. Je veux dire, par exemple, c'est un peu débile de cantonner Scrum ou Kanban. Scrum a que du projet, par exemple, et Kanban qu'a du run, ou l'inverse. On peut faire les deux avec les deux. Donc, s'il y a des équipes qui ont plus de compétences sur du Kanban et plus à l'aise avec du Kanban pour faire du projet, bah, c'était pas notre volonté de mettre dans des cases pour mettre dans des cases, quoi. C'est juste positionner chaque élément là où il est potentiellement le plus spécialisé pour apporter un maximum de valeur, quoi. Hmm. En mode un peu en mode Pareto, quoi. C'est-à-dire essayer de couvrir à peu près l'essentiel de la chaîne de valeur, l'essentiel des méthodes agiles les plus éprouvées, euh, et voilà, quitte à ce qu'on ait du 20% qui n'est pas du tout agile, mais qui globalement correspond à ce que l'entreprise a besoin sur telle étape du processus ou de la chaîne de valeur, quoi. Mm. Hmm. Et peut-être pour essayer de répondre aussi sur l'aspect compétences, quelles compétences finalement une équipe doit avoir? Moi, je descendrais peut-être au niveau de l'individu, en fait. Et c'est peut-être ce qui manque d'ailleurs dans le livre. On a parlé de l'entreprise agile, de l'équipe agile, mais on n'est pas descendu au niveau de l'individu. Et je pense que les compétences individuelles sont hyper pertinentes ce qui manque, enfin ce qui pour moi est indispensable, ce que j'ai pu observer, c'est que finalement c'était compliqué d'être agile si on était face à des individus qui n'avaient pas le savoir-être qui va bien, quoi. En gros, être suffisamment curieux pour aller se nourrir de méthodes qu'on ne connaît pas, pour se les approprier, pour les tester, pour les expérimenter, être suffisamment à la fois curieux, mais aussi partageur, vouloir partager ses compétences pour pouvoir faire grandir l'équipe, faire grandir l'entreprise. Donc il y a cette dimension compétences, soft skills, si elles sont pas là, ça fonctionne pas en fait. S'il y a vraiment un truc qui manque, je pense, dans le livre, c'est ça. Si on reste sur les compétences, au-delà des approches et des méthodes, s'il y a ça, je pense que les individus iront chercher la bonne méthode qui leur convient à eux pour pouvoir répondre aux problématiques de leurs clients, quoi. Ouais, ce qui pourrait être en partie porté par les valeurs, comme Scrum a défini ses valeurs et d'autres les ont définies, ça peut aussi induire peut-être ces soft skills ou ces comportements, cette culture. Euh, mais ouais, c'est effectivement une bonne remarque, ouais. Ouais, surtout que avoir le point de vue individuel, enfin d'aller jusqu'à l'individu dans des approches qui valorisent l'équipe, c'est assez intéressant parce que trouver sa place individuellement dans un collectif, c'est pas Ouais. toujours si évident que ça. Mm. Donc avoir un point de vue là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Mm. C'est vrai qu'on ne le lit pas ailleurs. Après, sur l'idée que s'ils sont curieux, ils vont aller voir. Bah, moi, en tant que coach Scrum, XP, Kanban et tout, je l'ai pas toujours, j'ai pas toujours vu cette soif d'aller d'aller de la part des équipes d'aller chercher une autre manière de faire que ce qu'elles font. Pas forcément parce qu'elles n'en ont pas envie, c'est on leur donne pas l'espace aussi pour aller Mm. s'intéresser, monter en compétences, parce qu'il faut Ouais. produire, etc. Et donc, bah, on ne peut pas tout faire. Mm. Et donc, ça suffit pas forcément. Et il faut peut-être d'autres déclencheurs ou des garde-fous, des règles, je sais pas, pour permettre aux équipes d'y aller. Donc, Mm. c'est pas une évidence. Et en fait, si je posais cette question de méthode, c'est aussi parce que
un des points de l'agilité, sans que ce soit une règle, mais c'est quelque chose qui s'est imposé petit à petit, c'est des équipes stables. Et donc stable et plus ça va, plus on va vers le produit, plus l'équipe est stable sur le cycle de vie du produit. Et donc ça impliquait à un moment donné que l'équipe, euh, du point de vue, de votre point de vue, qu'il y a des méthodes qui sont euh, plus, comment dire, pertinentes selon les moments, des domaines privilégiés d'utilisation de ces méthodes. Ça ne veut pas dire que c'est imposé et dogmatique, mais donc ça veut dire que l'équipe doit passer un petit peu par toutes ces méthodes. Moi, je suis dans mon approche, dans mes réflexions, je vais aussi vers ce sujet-là, mais ça me pose des questions sur la réalité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a plein d'équipes qui sont sur Scrum, puis à un moment donné, comment dire, plus tu as un flux d'activité qui vient, du support, du petit évolutif, du petit correctif, plus tu mets un peu de Kanban dans ton Scrum. Et puis à un moment donné, tu as trop de Kanban par rapport au Scrum, donc tu bascules sur plus de Kanban que de Scrum, etc. Mm. Bref, ça se fait dans le temps et plutôt naturellement. Mais moi, je l'ai vu sur du Scrum Kanban, pas sur toute la panoplie des méthodes que Mm. l'on est, quoi. Ouais, ouais. Voilà, donc je me pose un peu les questions sur le spectre plus large, voilà, des méthodes. Ouais, et puis ça soulève tout de suite la question de est-ce que c'est trop de compétences pour une équipe? Est-ce qu'il faut un coach agile qui ait la vision d'ensemble, sachant qu'on est nombreux à être des coachs agiles spécialisés, même si cette curiosité nous pousse à nous intéresser à plein d'autres choses et peut-être toute la chaîne de valeur. Ouais. En général, il y a quand même, on va faire appel à des coachs qui vont être spécialisés OKR, Kanban, pratique de développement, XP. Donc, euh, donc ouais, c'est sûr. Après, encore une fois, ouais, c'est en fonction de là où il faut apporter de la valeur et mettre le plus de puissance qu'on va aller investir peut-être le recrutement d'un coach agile ou d'un membre d'équipe qui va apporter cette compétence clé Ouais. dont on a besoin à l'instant T. La question se pose vite, hein, parce que Safe, pour Safe, le choix des méthodes est délégué au niveau des équipes. Mm. Donc, qui les accompagne, comment elles acquièrent ces compétences, comment elles Mhm. choisissent. Ok, Julien, tu voulais prendre la parole? Pardon, oui, parce que pour faire le lien avec ce qu'on disait, on disait Favi, leader libérateur, et s'il n'est pas là, ça se passe pas, et c'est parce qu'il est là que ça se passe. Ça s'est pas passé avant et quand il est parti. Bon, donc il y a vraiment un sujet décision par le top de l'entreprise. Ouais. Et donc là, l'entreprise agile, tu disais, hein, Jérôme, voilà, quand il n'y a pas le mindset, quand il n'y a pas la volonté, c'est compliqué. Donc entreprise agile, il y a un lien avec, et on parlait d'Elon Musk, qui est quand même quelqu'un qui impulse quelque chose dans ses boîtes. C'est les boîtes à la Elon Musk, hein, c'est le Techno King. Donc, ouais, c'est un peu ça le sujet. Faut que le boss il soit en face, quoi. Et c'est lui le leader libérateur de l'entreprise agile. Euh, je vous laisse répondre. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je peux tenter quand même une réponse. Moi, je pense qu'effectivement, de toute façon, dans une entreprise, voilà, il y a un boss, il est là, bien évidemment. Moi, je pense que, alors, je sais pas si c'est le cas chez Tesla avec Elon Musk, mais il y a une vraie dimension où le boss doit mettre un peu de côté son ego, en fait euh, favoriser la transparence. Je pense qu'à l'extérieur, Elon Musk, je pense qu'il a un gros ego, mais au sein de ces entreprises, j'ai l'impression que bah, moi, j'ai des histoires où il va dormir avec il va travailler beaucoup. Parfois, il va dormir là où il y a le problème dans l'entreprise, là où il y a le bottleneck, et il va résoudre le problème à cet endroit-là. Il collabore avec ceux qui font, quoi. Il a les mains dans le cambouis, Et donc, du coup, je pense que quand il fait ça, il met de côté un peu son ego, il montre qu'il est là avec eux, quoi. Donc il y a cette dimension où le boss est présent, et ce qu'on voit aussi dans les entreprises libérées, c'est le boss, il va sur le terrain en fait. Mais aussi il y a aussi cette dimension où il doit raconter une histoire et il doit embarquer tout le monde dans son histoire en fait.
Euh, c'est ce que voilà, c'est la réponse que j'apporte à ta question que j'ai pas forcément bien compris. Mais ceci dit, pour compléter, pour un boss comme ça, on parle de Tesla, enfin d'Elon Musk qui est hors norme. Et puis pour un Favi et une entreprise libérée qui est hors norme ou qui est comment dire, qui est extraordinaire quelque part, dans le sens premier du terme, la plupart des entreprises sont pas dans ce contexte. Parce que vous Euh, citiez Chronoflex, on a non, mais parlé de les, Zappos, ouais, c'est mais t'as toujours les un peu la trois, même histoire. c'est ça, c'est toujours les trois mêmes exemples qui ressortent pour l'entreprise libérée en tout cas. Le patron Zappos, charismatique. ouais, évidemment, Elon Musk va créer sa légende et on en parlera encore longtemps. Mais pour ces cas d'exception, il y a la majorité des entreprises et effectivement, dans ces entreprises, il y a des boss qui sont plus ou moins charismatiques, qui racontent plus ou moins bien l'histoire et qui embarquent plus ou moins les gens. Mais au-delà de ça, c'est comment on construit aussi le cadre qui permette Hmm. tout ça. Ou alors, pour un dirigeant qui n'est pas forcément charismatique ou qui n'a pas qui a pas été délivré, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, comment nous aussi, on essaye de l'embarquer au niveau de l'entreprise. Hmm. Parce que un des points euh, tu parlais de l'holacratie tout à l'heure. Nous, on est arrivé par les équipes avec des méthodes de développement, etc. Puis on essaye de remonter vers l'entreprise. Mais ce qu'on apporte aujourd'hui à l'entreprise, ils s'en foutent, quoi. Un dirigeant, qu'on soit capable de livrer tous les 15 jours, d'avoir du feedback, c'est très bien. Mais l'entreprise, elle a euh, d'autres sujets, ou enfin, pas d'autres sujets, d'autres niveaux de prise de décision qui sont loin de l'opérationnel, mais le tout doit être aligné. Donc, euh, au-delà de ça, il faut qu'on sache embarquer la direction avec nous et pas. Et on a déjà constaté que en parlant de l'agilité, comme on en parlait aux équipes ou multi-équipes, on n'arrive pas à embarquer les dirigeants avec la même histoire. Hmm. Donc, tous les dirigeants ne sont pas charismatiques et ne vont pas. Hmm. Et c'est sûr, s'ils l'incarnent, génial, toute l'entreprise est agile. Maintenant, s'ils ne l'incarnent pas, comment on peut embarquer le dirigeant avec nous? Et Hmm. donc, pour moi, il faut changer De notre dirigeant. narratif ou de dirigeant. En tout cas, déjà, notre narratif, parce qu'il faut qu'on leur parle de choses Ouais. qui les intéressent, hein. Ah, Euh, ouais. et c'est pas les Moi, méthodes. je pense qu'une qualité d'un dirigeant, c'est d'être coachable, en fait. Aujourd'hui, si elle veut aller vers l'entreprise agile, en tout cas, si c'est une volonté de sa part, c'est d'être coachable et d'être en capacité d'entendre ce qu'elle doit faire comme travail sur elle pour embarquer son entreprise et ses équipes dans cette aventure, en fait. Mm, Il mm. faut que ça vienne de l'entreprise agile, ça doit venir du boss, quoi. Si le boss n'a pas décidé d'aller vers l'entreprise agile, c'est même pas la peine pour moi, en fait, si tu veux vendre, entre guillemets, en tant que consultant l'entreprise agile, il faut parler au boss, c'est tout. C'est pas, il y a pas d'autre alternative. Bon, Et après, le il y a... boss, Ouais, pour pardon. moi, faut qu'il soit coachable. S'il n'est pas coachable, à la limite, c'est même pas la peine d'essayer. Mhm. La boîte, pour moi, elle sera pas, ou alors elle le sera par accident, j'en sais rien. Mais si on arrive à avoir une ouverture et essayer de coacher ce boss après, moi j'aime bien le modèle de Simon Sinek, on en parle un petit peu dans le bouquin. Il est simple en fait. Moi j'adore les modèles simples. On en revient toujours à le pourquoi, c'est raconter une histoire, c'est la raison d'être, c'est embarquer tout le monde. Le comment, c'est les règles du jeu, comment on va faire pour travailler ensemble. Hmm. Mettre en avant l'autonomie, c'est là où intervient l'agilité finalement, le comment on fonctionne ensemble. Et après, les produits, est-ce qu'on fait en sorte que ces produits, ben, ils vont être impactants pour nos clients, ils vont résoudre des vrais problèmes à nos clients. Euh, Juste prendre des choses simples et réussir à embarquer un boss et l'accompagner, le coacher pour qu'il devienne un Elon Musk, quoi, finalement. C'est un peu ça. Ouais, C'est peut-être la marche est haute, mais voilà, il faut être ambitieux. ouais, ouais, ouais. Enfin, donc il y aura le Elon Musk avant et après les élections Ouais. Bon, ça, c'est aussi américaines. une autre question. Ça, je ne parlerai pas de ce L'Elon sujet-là. Musk entrepreneur, voilà. Voilà. Ok. Là, ce qu'il faut... Ouais, je voulais Au juste compléter Ouais, montage. un pardon, peu. ouais, vas-y, continue. Ouais, juste simplement, euh,
Enfin, justement, chez Swiss Life, par exemple, pour avoir côtoyé pas mal de membres du COMEX, etc., il y a aussi une réalité, c'est que on aurait beau avoir cette condition favorable d'avoir un boss qui soit coachable, ouvert, etc. Euh, il paraît être le point le plus haut, mais en fait derrière il y a les actionnaires, il y a le panier de crabes dans lequel il est, parce que les membres du COMEX de plein de boîtes, c'est souvent un panier de crabes, on s'expose sans arrêt, et donc faire un all-in sur allez, on part en mode agile, c'est hyper dur à prendre comme décision aujourd'hui. Enfin, je veux dire, sauf ceux qui ont vraiment la main sur tout. Elon Musk, je pense qu'il a toujours au minimum 51% de participation dans toutes ces boîtes parce qu'il s'est déjà fait shooter. Il sait très bien que ça peut lui arriver. Bon, à mon avis, j'ai pas vérifié, mais il doit être dans cette configuration-là. Mais la plupart des dirigeants, c'est limite, c'est eux-mêmes des consultants aussi, quoi. Je veux dire, ils sont sur des sièges éjectables, les mecs, quoi. Et donc, tout ça pour dire que ce qui doit aider aussi la transformation, c'est d'arriver à créer ce climat de sécurité psychologique du dirigeant. Comme on a la même contrainte sur les équipes, c'est-à-dire que là, il faut arriver à faire en sorte qu'ils puissent faire un pas vers l'agilité et d'y aller pas à pas. Et donc c'est pour ça que, bon, on le sait déjà que les grosses transformations en mode Big Bang, c'est déconseillé, etc. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut vachement mettre en avant pour rassurer le dirigeant en question sur une première expérience, que ce soit un pilote ou j'en sais rien. Parce que je pars du principe qu'on est sur un siège éjectable. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de dirigeants du CAC 40 qui sautent pour un oui, pour un non. Là, c'est l'industrie automobile en ce moment avec Stellantis et compagnie, mais c'est un peu partout pareil, quoi. Donc, c'est très risqué, quoi. Très, très risqué pour eux, quoi. Ouais, c'est très bien, merci. Comme remarque. Yannick, tu as levé la main. Bonjour à tous, à tous ceux que je reconnais. Euh, Moi, j'ai quand même une question un peu remarque. Quels sont les éléments communs qu'on peut retrouver dans les bons exemples qu'on a cités? Typiquement, pour sortir un peu du carcan français, hein, comme tu le disais, Florent, juste avant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut stigmatiser? Parce que j'ai l'impression, quand même, un petit peu comme ce que disait David Koss dans une de ses dernières vidéos, enfin, il y a un mindset à créer des entreprises, à donner de la liberté à ses équipes et tout ça en termes de patron. Est-ce que quelque part, on ne pourrait pas avoir euh, l- l'image ou les caractéristiques d'un bon patron pour faire une entreprise agile? Un archétype. Ouais, un archétype que, Un un petit profil. peu comme ce qu'on s'est Mm. posé pour le Scrum, enfin, avec les principes, tout ce qui allait avec, c'est se dire qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait construire une entreprise agile, quelles sont les caractéristiques Hmm. du patron, du mindset des managers, enfin, tu vois. Hmm. Ah, Ouais. moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment déjà la première chose, c'est un boss ou des managers qui sont coachables. Si c'est pas le cas, s'ils veulent pas, parce que coachable, c'est quelque part, c'est être accepté que ils détiennent pas forcément toute la vérité et qu'ils peuvent progresser. Et d'ailleurs que moi, je suis pas là pour dire que je détiens la vérité non plus. Mais ça, c'est une des premières dimensions. Et moi, en fait, l'agilité aujourd'hui, quand je disais, je suis plus trop coach agile aujourd'hui. Par contre, je m'en sers quand je suis en entretien avec des clients, avec des dirigeants comme indicateur pour dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Si je vois que la personne, elle ne me parle pas d'agilité, mais si je vois que la personne, elle transpire l'agilité, donc elle fait preuve de leadership, elle fait travailler ses équipes en intelligence collective, elle est coachable, elle se fait coacher. Voilà, tous ces indicateurs-là me font dire, OK, j'ai envie de bosser avec cette boîte-là. Parce que elle est agile, je m'en fous, mais en tout cas, on va travailler ensemble. Avec cette dynamique-là, aujourd'hui, j'arrive à trouver des clients comme ça, quoi. Et, Mais je sais pas si je réponds à ta question, mais les caractéristiques que tu donnes, Jérôme, c'est pas du tout spécifique à l'agilité. non? Intelligence collective, coachable, etc. C'est plutôt un état d'esprit plus large que l'agilité. Ouais, 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 On est je suis d'accord, d'accord. ouais. Ok, ok. Hmm. Non, moi, ma question, c'était plutôt de dire, tiens, si j'ai envie de faire une vraie start-up un peu à l'américaine, qui marche et qui, entre guillemets, serait agile, non, et deviendrait une entreprise agile, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose qui fonctionne. Quels sont les éléments que je mettrai en place en tant que créateur d'entreprise et en tant que start-upper pour Peut-être qu'il faut pouvoir partir aux avancer? États-Unis, hein. Mais oui, et c'est ça qui est dommage.
C'est Ouais. pourquoi Et est-ce non, qu'on on peut le faire en France et on va le faire en France. peut le faire en France, mais ça semble tellement. Ah, parce qu'il y a les entreprises, enfin l'entreprise en France, elles sont aussi contraintes avec toute l'administration, les contraintes administratives qu'on peut avoir en France aussi, hein. Voilà, on baigne là-dedans, donc à un moment donné, il y a cet aspect-là aussi qui apporte beaucoup De de France. contraintes, hein. Eric, tu as levé la main. Oui, oui, bah en Tout à fait, fait. enfin, pour moi, il y a une évidence, c'est que l'entreprise agile est un projet agile en soi. Donc, le dirigeant coachable, de toute façon, un dirigeant, effectivement, il faut qu'il achète le produit. Mm. Ça c'est sûr. À partir du moment où il a acheté le projet, le produit entreprise agile, euh, ça va être pour certaines raisons. Donc, j'ai du mal à imaginer Mm. j'ai du mal à imaginer si on a bien fait le truc à cette étape-là, parce que déjà, il faut le vendre, parce que sinon, on ne le fait pas. Si on a vendu correctement le projet entreprise agile, quelle raison il aurait à pas se laisser coacher, sachant qu'on parle de l'entreprise et qu'il représente la stratégie de l'entreprise, pilote la stratégie de l'entreprise. Donc évidemment que c'est pas imaginable de faire une entreprise agile sans impacter le. Tout à fait. Mais après, enfin après ce que tu dis est forcément vrai, hein. Il doit être coachable parce que, enfin sinon ça marchera pas. Donc il faut Mm. s'assurer. En gros, c'est plus un critère qui va permettre de valider que le besoin est ready ou pas. Mm. Ouais, c'est très Et, Ah, juste. Et d'ailleurs, je pense que l'objectif, c'est pas celui-là, c'est pas, enfin, pour y réfléchir et connecter les idées, trouver les bonnes idées, etc. C'est intéressant de dresser ce portrait robot, mais, mais en pratique, ce qui va mener quelqu'un vers un modèle agile, c'est d'abord sa problématique, quoi, les difficultés qu'il rencontre dans l'entreprise. Clairement, on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Chez Swiss Life, c'était une des problématiques. On a réussi à faire pas mal de choses, mais à un moment donné, Swiss Life bon, se porte très bien financièrement et n'a pas de soucis énormes. Il n'y a pas de risque de licenciement. Enfin, je veux dire. Et donc, pourquoi j'irais aller bouleverser des process, redistribuer des rôles, distribuer du leadership, enfin plein de choses. Alors que globalement, tout va bien. On sait qu'on n'est pas parfait, mais globalement, ça tourne. Et donc, enfin, pour moi, enfin, chaque cas va avoir sa problématique et ce qu'on va amener de l'agilité sera différent, même quand bien même on aurait un super modèle de Laurent Morisseau sous la main, on va pas aller chercher toutes les briques de son modèle, enfin, ça va être à chaque fois du sur-mesure. Donc, pour moi, ce serait plus ça le point de départ, même si voilà, la réflexion sur le portrait robot peut être intéressante, mais parce que ça peut nous donner une cible. Ça peut nous aider à nous donner une cible et savoir sur quoi travailler quand on est dans l'accompagnement. Mais en tout cas, voilà, pour moi, le point de départ, ça restera toujours la problématique. Et encore une fois, enfin, être agile pour être agile, ça a zéro intérêt. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais Mm. parfois ça Mais va mieux en le l'entreprise, disant. enfin, c'est ce que je disais, l'entreprise, voilà, c'est un projet, l'entreprise agile, c'est un produit qu'on vend et on le vend et le mec, il achète pour certaines raisons. Et c'est ce que tu dis. Il faut que ça soit connecté avec Ouais, tout à fait. et c'est un outil et ça en rien en lien avec la finalité de l'entreprise. Donc, forcément, c'est quelque chose qui doit servir l'entreprise et donc aussi le dirigeant, c'est en lien avec. Et donc, il y a forcément le quoi qui est important. C'est un peu ça. Le quoi, c'est ce qu'on va vendre aussi. Qu'est-ce qu'on va chercher à changer et D'où voilà, d'où la, quel résultat on. Et si d'où on la fait pas ça, déjà, définition ça sera pas bien. d'où la définition de l'entreprise agile sur le qu'est-ce qu'on va vendre. Yannick, tu voulais réagir? Ouais, juste une dernière petite chose, parce que bah, il y a quelque chose qui me titille un peu, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat en France, les entreprises, les dirigeants sont déjà coachés, se font coacher régulièrement. Les jeunes pépites qui commencent vraiment à être un peu effervescentes ont des coachs. Et ces coachs, c'est qui? Ce sont des personnes qui ont mené le même style d'entreprise, qui ont été Hmm, entrepreneurs, qui sont reconnus. Donc, hmm. c'est là où moi, ça me titille, c'est qu'on dit, on essaye de vendre, on veut machin, mais si on veut faire une entreprise agile, c'est-à-dire qu'on en a réussi une et après, on va les coacher. On va être appelé.
pour accompagner des entreprises parce qu'on a créé cette entreprise, on a sorti un bouquin, on a aidé, un peu comme les exemples qu'on voit, hein, Zapo ou autre, et ils ont été rappelés, ils ont coaché d'autres entreprises. Et en France, ce modèle-là, il fonctionne énormément. Vous allez voir les jeunes entreprises, euh, ça fonctionne énormément. Ils demandent justement des coachs de personnes qui ont déjà des entreprises, d'accompagner les juniors entreprises, et ainsi de suite. Et ce modèle-là, il existe en France, et c'est quelque chose qui est ouvert. Par Mhm. contre, eh bien, il faut raconter une histoire qui existe derrière, Mhm. en tant que coach. Et une histoire qui est la nôtre. Mhm. Après, quand je dis un dirigeant doit être coachable, je dis pas c'est pas forcément à moi de le coacher, hein. Si la personne qui le coach a toutes les même si elle connaît pas l'agilité, mais elle diffuse tous les bons messages, j'ai envie de dire, qui sont en lien avec l'agilité, moi ça me va. Et c'est peut-être ça qu'il faut trouver, hein, nous, en tant que si on se définit comme coach agile et qu'on a envie d'aller d'accompagner les entreprises pour aller vers l'entreprise agile, c'est de trouver des partenaires qui ont créé déjà des entreprises qui semblent être agiles vu de l'extérieur, même si elles n'y ont pas forcément à coller cette étiquette. Et puis une fois que cette entreprise est créée, bah, peut-être que le boss il a envie de devenir coach, et peut-être que c'est ce boss-là avec qui il faut trouver un partenariat pour dire voilà, on va travailler ensemble et toi tu vas coacher plutôt le dirigeant parce que tu sais ce que c'est la fonction de dirigeant. Moi, je sais pas. Je suis un peu entrepreneur, mais je suis freelance, donc ça n'a rien à voir. Je me vois pas forcément coacher, moi, ces entrepreneurs-là. Ah, Donc, mais c'est vrai faut que trouver, je pense, un réseau pour le faire. mais Yannick soulève peut-être un point super important, c'est que je crée une entreprise, et en plus il y a cette phase critique quand on atteint une certaine taille, où là ça devient compliqué, le scaling. Euh, Si j'ai le choix entre solliciter un coach agile qui n'a jamais fait que du consulting et un mec qui a déjà créé une boîte qui est montée à 200 personnes ou 300 ou 3000, j'avoue que Yannick a sûrement raison, on va plutôt se tourner vers celui qui a fait les 3000 Carrément. et du coup malheureusement, on va pas, enfin, va potentiellement reproduire les mêmes schémas. C'est peut-être ce que disait Yannick tout à l'heure, hein, les mêmes schémas organisationnels, managériaux dont on peut se plaindre en tant qu'agiliste, quoi. Enfin, se plaindre en tout cas, trouver que c'est pas optimal, quoi, à la fois sur le plan humain et de la performance, quoi. Donc là, j'avoue que ouais, Yannick met le doigt sur un truc qui est potentiellement bien compliqué, ouais. Ça va nous faire réfléchir, tout ça. Jérôme, il a raison. Jérôme, dans ton approche, c'est-à-dire qu'il faut trouver ce gars-là qui a déjà fait, qui est déjà senior et avec qui on a un bon feeling et qui va nous accompagner, qui va nous dire, ben ouais, tiens, je vais cette demande de là, moi je vais te porter, je vais te dire, ok, parce que moi je n'ai pas le temps, j'ai aussi d'autres entreprises et je vais te recommander. Et du coup, peut-être que le meilleur des moyens, c'est effectivement de devenir pote avec des gens qui sont un peu notre cible en termes d'organisation et de référentiel, et d'être bien avec eux pour que eux nous portent ou nous recommandent à côté. Ouais. Là, on est sur la tactique, mais on va revenir sur le modèle. Je ne sais pas, Julien, si tu voulais réagir sur le modèle ou la tactique. Oui, je crois, Jérôme, que tu as bossé avec Alan, Alan, La la boîte, mutuelle? Alan? la boîte française Non, Alan. non, non, pas du tout. Non, Ah j'ai pas non? bossé avec eux. Non. Parce que je crois que c'est un exemple Ouais, ils sont euh, intéressants, ouais. qui est Ouais, c'est des boîtes proche intéressantes. de Doctolib, nous. Alan, c'est des boîtes hyper intéressantes. Ouais. Ils sont actuellement encore dans le game, quoi. Ils font partie des Mm. boîtes où les gens ont envie d'aller bosser. Et bon, je sais pas si ça fait la définition d'entreprise agile, mais si quelqu'un connaît cette boîte-là, peut-être qu'on peut se Ouais. rapprocher d'eux. Enfin, je sais pas. Alors Mm. moi, je suis client chez eux, mais c'est vrai que c'est assez bluffant ce Pareil. qu'ils ont fait, mais je sais pas à quoi ça ressemble à l'intérieur, ouais. C'est un Il y a, exemple. Ouais. il y a l'interview du boss dans un podcast que j'écoute souvent qui s'appelle Génération Do It Yourself. Je vous conseille. C'est hyper inspirant. Et il avait aussi interviewé le boss de Doctolib quelques jours avant. Et c'est vraiment deux podcasts à écouter, à mon sens. J'ai entendu des histoires d'entreprises agiles, encore une fois. Hmm, ça marche. Ok, merci, super. On va revenir un peu sur votre livre et vos propositions. Il y a un point qui m'a particulièrement intéressé, enfin, et qui est rapide hein, dans le bouquin, mais après avoir parlé des méthodes, vous parlez de deux types d'équipes, les équipes produits et les équipes services. Hmm. Donc équipe produit avec plutôt du Scrum et équipe service plutôt avec du Kanban en ligne pour faire simple et caricatural, Hmm. sans forcément mettre dans des boîtes, hein, mais donc ça veut dire euh, que il y a plusieurs types d'agilité dans une organisation, on est d'accord? C'est ça que ça veut dire.
qu'elles se côtoient, Ouais. puisque dans une même organisation, je peux avoir une équipe produit, une équipe service avec des agilités différentes, c'est-à-dire des méthodes et des process, des manières de faire, peut-être même un peu de l'état d'esprit, je ne sais pas. Euh, et pourquoi il y aurait que deux archétypes? Pourquoi il y aurait que deux types? Bon, moi, c'est là où on est sur le Pareto, tu vois. L'idée, c'était de couvrir 80% des situations qu'on peut rencontrer, et encore, enfin voilà, on aurait pu limiter à projet, mais voilà, c'était vraiment très limité. Mais oui, on est bien d'accord que par exemple, et encore, j'allais dire, on va pas couvrir un service RH d'une entreprise, mais si, un service RH, c'est justement un service et des équipes services très orientées service, avec potentiellement des projets aussi qui peuvent on peut avoir sur un même service RH du Scrum et du Kanban, par exemple. Euh, mais pour moi, ça couvrait suffisamment en mode D'accord, Pareto les cas les plus courants qu'on rencontre en entreprise, quoi. Mais après, ça je sais pas marche. si tu avais d'autres trucs en tête, ou si Jérôme, Ouais, tu peux compléter. Sûrement. La question n'est pas innocente. Jérôme? Non, j'ai pas de réponse complémentaire à apporter. Je suis d'accord avec Ouais. ce que vient de dire Florent. Ouais, mais donc je le comprends bien si c'est du Pareto et que ça répond à la plupart des trucs. Justement, en fait, c'était pour faire un petit teasing pour le prochain meet-up. Ah, très bien. Parce que moi, cette idée, voilà, produit-service, si j'extrapole un peu plus que les équipes, qu'au niveau des équipes, on arrive aux archétypes qui sont des modèles d'organisation. Et moi, j'en ai identifié quatre. Et en fait, le prochain meet-up, l'année dernière, c'était au printemps, on avait zoomé sur une organisation produit dans un atelier un petit peu prospectif comme ça. Le prochain meet-up, moi je propose qu'on regarde les différences, qu'on essaye justement d'identifier les différences entre les différents archétypes. Et donc moi, je vous mets ça comme ça sur le tapis sans aller plus loin pour que vous y réfléchissiez. Très bien. J'ai quatre archétypes en tête. Donc effectivement, produit. Je parlais de service, mais maintenant je parle plus de flux parce que en fait, équipe produit, équipe service, le problème qu'on a, c'est qu'on va identifier l'équipe produit à ceux qui font du produit, les équipes service à ceux qui font du service. Mais tu peux très bien avoir une organisation produit qui propose un service, une organisation service qui propose un produit. Je peux m'engager sur des SLA liés à mon produit, par exemple. Mais Mhm. je serais dans un mode plus service que produit. Bon, bref, donc en fait, ça complique la compréhension des choses et ça met trop dans des boîtes trop facilement. Donc moi, je parle Mhm. de produits, flux, projet et réseau. En fait, j'ai identifié quatre archétypes et je vous propose que on essaye de réfléchir la prochaine fois aux différences et puis on verra ce que ça donne, hein. Ça marche. Ok, on revient au dernier. Donc là, c'était niveau équipe. Après, vous parlez de la transformation pour aller vers l'entreprise agile. Moi, j'ai pas tellement de questions parce qu'on est sur des projets pilotes, des équipes transverses, de la transfo agile pour devenir agile. Enfin, donc tout ce qu'on connaît par cœur et sur lequel je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Mais après, effectivement, vous vous projetez plus à l'échelle de l'entreprise. Tu l'as déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, Florent. Mais si je reprends les trois points, les trois axes mais je comprends maintenant que c'est du Pareto aussi. Les trois axes un peu structurantes pour passer à l'échelle de l'entreprise. Donc, tu as parlé d'holacratie. Euh, on a parlé d'entreprise apprenante, donc c'est l'approche plus apprenante et systémique. Mhm. Et puis, le troisième point, c'était du beyond budgeting. Donc, c'est plus pour les process, budget, finance, etc. Donc, pourquoi ce choix? Et c'est pas une question piège, hein, j'adhère plutôt pas mal sur ces choix. Mais pourquoi ces choix plus que d'autres? Et est-ce que c'est suffisant pour l'entreprise ou c'est juste quelques pistes que vous avez identifiées? Hmm. Ah non, non, c'est quelques pistes, c'est pas suffisant, bien évidemment. Alors pourquoi ces choix? Moi, c'est vrai que j'avais été marqué, si je commence. Alors, l'holacratie, je connais moins, hein, je laisserai Florent à répondre là-dessus, qui a beaucoup expérimenté chez Swiss Life.
Mais j'avais beaucoup été marqué par la lecture du livre de Peter Senge sur l'entreprise apprenante. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup des histoires, en fait, des histoires d'entreprise. Et quand tu lis ces histoires-là, tu as juste l'impression que, voilà, elles étaient déjà là, les entreprises agiles, en fait. Parce que c'est un bouquin qui date de je sais plus de quelles années, mais ça fait 50 ans qu'il existe, je crois, ce bouquin. Euh, et donc, voilà pourquoi on avait décidé de parler de l'entreprise apprenante. Sur le beyond budgeting, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était finalement, en fait, on découvre qu'il y a des personnes qui ont expérimenté des choses ils ont appelé ça le beyond budgeting, qui ont expérimenté des choses dans les services financiers qui s'apparentent à de l'agilité parce qu'ils font des cycles courts. Et en fait, ils s'adressent à d'autres fonctions dans l'entreprise, la fonction financière, qui est une fonction pas négligeable, quoi. C'est souvent, ils prennent des décisions importantes à ce niveau-là. Mm. On trouvait ça intéressant d'avoir une approche assez similaire de ce qu'on pouvait apporter, nous, avec les équipes de façon opérationnelle, avec l'agilité, une façon similaire, mais avec je dirais une cible différente, une cible, pour le coup, qui a souvent du poids et du pouvoir dans une entreprise. C'est pour ça qu'on avait fait ce choix. Effectivement, il y a l'histoire de Pareto. On aurait pu choisir autre chose, mais et pour l'holacratie, encore une fois, je laisse Florent répondre. Après, si tu veux aussi compléter sur Beyond Budgeting. Ouais, je te relaisserai la main pour Beyond Budgeting, mais ouais, l'holacratie, c'était à l'époque où je commençais à expérimenter ça sur le département. En plus, ça s'était fait avec le soutien du COMEX, donc c'était intéressant parce que c'était considéré comme un pilote vraiment commandé entre guillemets par le COMEX, donc c'est ce qui m'a permis d'avoir une réflexion en situation sur ce sujet-là, et c'est ce que je partageais tout à l'heure sur le fait que j'ai trouvé dans ce modèle cette véritable scalabilité et la possibilité de l'employer dans n'importe quel service de n'importe quelle entreprise sans trop se poser de questions de produits, services, etc. Voilà, je trouvais que il y avait les réponses à ça. Derrière, comme on l'a mis en pratique et on l'a fait de la meilleure des façons qui soit, dans le sens où on a été accompagné par euh, comment il s'appelle? On l'a tous oublié. Bern- Bernard-Marie Chiquet, Voilà. voilà, C'était décédé malheureusement aujourd'hui, mais voilà, enfin, c'est Red Sterran, l'expert français là-dessus, et donc du coup, J-Partner. voilà, c'est un modèle qui est évidemment un changement de paradigme encore plus profond, je trouve, que l'adoption de l'agilité, de Scrum, Kanban, etc. Quoique Kanban est peut-être un peu plus facile parce qu'on est moins sur une rupture que peut l'être Scrum, selon le contexte dans lequel on le fait. Mais c'est une véritable réponse concrète sur voilà, comment je veux mettre de l'agilité dans l'entreprise, où je trouve, c'est là où après ce sera à débattre Laurent, mais se rapprocher de ce modèle d'entreprise libérée, en tout cas au sens distribution du leadership, on est sur quelque chose d'assez intéressant et rendu concret par tout un protocole, par une constitution, et donc je peux soumettre euh, je peux faire en sorte que ce soit la Constitution qui régit plutôt que des jeux de pouvoir entre des personnes. Pour ça, je trouve ça moderne, intéressant et très, très éprouvé. Compliqué à adopter, mais voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai partagé ça à la fin, parce que ça répondrait peut-être à la question comment j'applique maintenant tout ça à toute l'entreprise. Aujourd'hui, aujourd'hui, je m'intéresserai, enfin, je parlerai peut-être un peu plus de Scrum at Scale, parce que je m'y suis formé, là, j'ai suivi la formation de Jeff Sutherland l'an dernier là-dessus. Il a un niveau de maturité aujourd'hui qui est assez intéressant et il répond à tout un tas de problématiques sur lesquelles je ne trouvais pas mon bonheur dans Safe, dans Less, Nexus, etc. Et je trouve qu'il a une capacité à s'adapter aussi à toute l'entreprise qui est plus forte que ce qu'on avait jusqu'à maintenant en termes de framework à l'échelle. Et pour moi, clairement, utiliser un framework à l'échelle n'est pas du tout un signe d'être une entreprise agile parce que ça ne fait que rendre agile un portefeuille de projets ou des équipes, mais ça peut rester cantonné à ça. Et là, je trouve sur Scrum Master, il y a quelque chose qui est intéressant là-dessus. Après, Beyond Budgeting, c'est surtout Jérôme qui a amené ça. Moi, j'étais pas trop rencardé sur le sujet à l'époque, mais Ouais, j'en voilà. ai parlé. Je vais pas en dire plus parce que j'ai pas forcément plus de choses à Voilà. dire. Mais J'étais voilà. en train de relire mes notes quand on a parlé, donc j'ai zappé. Ouais, ouais. Ok. Bah, Scrum at Scale, si un jour tu peux en parler un petit peu, ce serait cool parce que je sais pas si on connaît vraiment bien.
Hmm. Moi, ça me Ouais, disait pas de me refaire former. J'avais été formé par Jeff Sutherland sur Scrum et j'ai lu plein de trucs là-dessus, mais je me disais Scrum at Scale, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais donc, si tu as des trucs à nous apporter, des points de vue à nous ouais. apporter, ça peut se faire dans un autre meet-up, hein. Ouais, j'ai toujours pas pris le temps d'arriver à consolider tout ce que j'ai retenu, mais ouais, non, c'est clair, ce serait intéressant. Mais voilà, pour faire court, en petit teaser sur Scrum Scale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un côté organique et adaptatif plus poussé que d'autres frameworks. Il y a aussi vraiment toute une artillerie mise en place pour la conduite du changement et l'empowerment sur les changes et puis les équipes avec voilà les notions. Alors je sais plus si c'est le méta Scrum ou quoi, mais il y a un truc qui est vraiment intéressant là-dessus et c'est vraiment scalable de façon linéaire. Là où par exemple Safe, on est sur des paliers selon tu choisis portefeuille de projet, essential, ou etc. Là c'est complètement scalable sans rupture en fait. Donc c'est assez intéressant du coup de ce côté-là. Et puis, bah, on est basé sur Scrum. Donc, quand on a des équipes qui connaissent déjà Scrum, on n'est pas paumé parce qu'on va scaler les rôles, scaler les instances. Et c'est simple. Et il y a beaucoup moins d'artefacts et de rôles qu'on peut le voir dans plein d'autres frameworks. Et à ce côté aussi, je finis le teaser là-dessus. Il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est ce qu'ils appellent le MVB, le Minimum Viable Bureaucracy, Ouais, ça a qui été est mis dans le chat, peut-être ça. peut-être un clin d'œil à certains frameworks un peu bureaucratiques. Et puis ce côté toujours pareil sur le même esprit, très ouvert, inclusif, très peu prescripteur. Donc en fait, on est sur un framework à grande échelle qui qui peut rester léger et sur lequel on va venir le compléter. Comme Scrum est délibérément incomplet, ben, Scrum à Scale l'est tout autant, mais en apportant quand même une structure, un guide qui nous aide, comme Scrum nous aide dans notre quotidien, quoi. Et, Donc et est-ce que demain, il y aura Scrum at Scale Huge, comme Less a fait quelque chose de léger, mais c'était pas scalable, ils ont fait Less Huge. ben là, normalement, il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison. que ça soit le cas, non? Ça C'est marche. ça la beauté du truc, je trouve. Hmm. Bon, bah écoute, j'espère Ah, qu'on en parlera. On pourra faire un meet-up at scale et comparer les Scrum at scale, les Kanban at Ouais, scale. c'est Et intéressant. ça serait bien de trouver des gens qui maîtrisent un petit peu sans aller sur Safe, mais les autres, justement. Mhm. Ok, très bien, j'ai noté ça. Euh, ouais, donc le point, donc c'était Beyond Budgeting, Holacracy. Euh, parce que en fait, un des points Beyond Budgeting, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un des points d'entrée au niveau de la direction, le budget, hein, donc, et puis ils ont ils ont des gros leviers, c'est CFO ou Unco pour faire bouger la boîte. Par contre, c'est des gens qui évidemment ont plutôt une culture de la stabilité, de la prédictibilité et finalement pas du changement et de l'incertitude. Donc quelque part, c'est presque des anticorps, quoi, eux. Donc si on arrive à les embarquer, on embarque tout le monde, ça c'est clair, mais je pense que ça va être compliqué. Mais là où je voulais en venir, c'est que l'entreprise agile, un des risques, pour moi, en tout cas aujourd'hui, c'est de le voir comme étant la somme des briques agiles. Donc l'agilité logicielle, l'agilité marketing, l'agilité RH, l'agilité budget avec Beyond Budgeting, l'agilité bidule, et de se dire si on a toutes les briques, on a l'entreprise agile. Euh, et ça, cette approche, moi, j'en suis pas du tout persuadé. Euh, et l'entreprise, c'est pas juste la somme des équipes, quoi. Donc évidemment, c'est bien différent. Il y a au minimum la glue avec la culture que ça apporte, etc. Mhm. Mais donc, je voulais être sûr que votre perspective, c'était pas celle-là. C'était juste des pointeurs vers pour montrer que c'était possible d'adresser les enjeux de l'entreprise avec l'agilité. C'était ça tout à votre fait. intention, Ouais, j'imagine. Hmm, Ok, c'est ça. d'accord. ouais, carrément. Ouais. Non, la Euh, culture, c'est tout, c'est la clé de tout, quoi. C'est clairement. ouais, sauf que la culture, c'est la résultante. C'est la propriété, ça fait partie des deux propriétés émergentes. Philippe Bourgeon peut nous le dire, hein, de comment dire du modèle de Galbraith, qui dit qu'en entrée il y a la stratégie, il y a toutes les dimensions qui sont des leviers d'action, et puis en sortie il y a deux propriétés émergentes qui sont la culture et la performance.
Donc, si on Ouais, prend l'agilité par le biais de la culture, bah, on se trompe de sens. ouais, il faut faire bouger la structure avant pour pouvoir faire bouger la culture. Pour avoir un Ouais, impact sur la culture et après reboucler si Hmm. ça ne nous convient pas jusqu'à effectivement. Donc, on le prend dans le mauvais sens, à mon avis, en parlant de culture. Ah, c'est sûr. Hmm. Ouais. Julien, C'est pas le ouais, plus facile, et ouais. il y a l'exemple de Voyage SNCF avec Gilles de Richemont qui a poussé le truc. Et quand il est parti, c'est revenu en arrière. Donc oui, quelqu'un qui incarne, oui, une culture, mais faire en sorte aussi que ça soit pas éphémère. Donc avec des écrits, avec quelque chose qui parte pas avec le mec, quoi. bah, ça peut pas reposer sur le mec, hein, de toute façon, hein. Il faut que c'est à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui soit qui permette, qui incarne ce changement, etc., qui incarne les valeurs dans ses actions et autres. Mais si ça repose sur une personne, de toute façon, nous, on l'a vécu en tant que coach agile, hein. Si Mais, l'agilité ne vit que le moment où on est là et quand on part, ça s'arrête, mais c'est c'est Et qu'on pas a raté, forcément ça quoi. le problème. Dans le cas que cite Julien, Mm. enfin moi ce que j'ai vu, enfin on a tous assisté à ça plein de fois. Je veux dire, même quand le mec il a réussi à faire en sorte que sans lui ça tourne, bah, il suffit que le patron d'après il ait pas la même Ouais, vision et il fait ce qu'il veut. Et c'est ça. Mais ça, à mon avis, on peut pas faire grand-chose. Si ce n'est que ouais. si jamais on a bien mis de la transparence sur les résultats et que les résultats cartonnent, ça va être très très compliqué de d'avoir un nouveau dirigeant qui dit ah, là vous faites de la merde. On va faire les choses bien à ma façon. Donc pour moi, c'est la meilleure façon de cranter, c'est les résultats. Transparence, Et c'est les rien, résultats, ouais. Mm. Donc c'est la partie gauche, résultat, et avec la partie droite, la culture. enfin, ça. Mais c'est les résultantes et faut qu'on travaille en amont. Mm. Il nous reste 10 minutes. Bah, j'avais envie de vous poser la question, évidemment, s'il y a une V2, hein, qu'est-ce que qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous changez? Qu'est-ce que vous ajoutez? Qu'est-ce que vous enlevez? Allez, Ouais, Jérôme. j'avais commencé à répondre un petit peu tout à l'heure. Je pense que ce qui manque, c'est vraiment l'aspect individu, en fait. Mm. C'est une des dimensions qui manque. Je pense que c'est pas la seule, mais il y a plein de choses qui manquent. Mais je pense que ce que je rajouterais, moi, si demain je me dis, tiens, on s'attaque à une V2, c'est peut-être ça serait peut-être ça, ouais. Se dire, ok, ben, redéfinir un peu ce qu'on attend d'un individu dans une entreprise agile, avec cette dimension curiosité, envie d'apprendre. Avec effectivement un cadre qui permet justement d'alimenter cette curiosité, de cet apprentissage permanent. Voilà. Et il y a vraiment cet aspect-là, je pense, Après, je me pose même la question de est-ce que s'il y a une V2, est-ce est-ce que c'est aujourd'hui nécessaire, c'est que ce serait encore d'actualité de mettre le mot agile en couverture. Mm. Non seulement d'actualité, mais surtout pertinent, contre-productif, quoi. Mm. C'est trop galvaudé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Oui, C'est un mais mot, c'est devenu un mot valise où quand on en parle, en fait, moi j'ai plus envie de me battre avec les dirigeants ou avec n'importe quel manager à essayer de leur expliquer ce que c'est parce que voilà, je l'ai trop fait et pour un impact qui pour moi, en termes d'impact, ouais, j'ai pas senti que c'était là qu'il fallait que je mette l'effort en fait. hmm, À expliquer, à C'est là où définir. Jürgen Appello, je trouve, a été futé, enfin, parce qu'on peut considérer quand même que c'est plutôt un succès. Management 3.0, tout le monde connaît ça sur toute la planète, en tout cas parmi les coachs agiles maintenant, et il a pas appelé ça management agile, quoi. Et je trouve ça, enfin, c'est cette stratégie qui serait peut-être à utiliser effectivement pour rebondir sur ce que disait Jérôme sur une éventuelle V2. Il faudrait peut-être revoir le titre, d'autant plus qu'on s'est fait piquer le titre par, je sais plus comment il s'appelle. Le boss de d'Octo, je sais plus comment il Ouais, s'appelle. alors c'est pas le boss d'Octo, je crois pas, Ou l'auteur. de un Boone, des, non? un Peut-être, des je sais dirigeants. plus. Je m'étais noté ça. Ouais, C'est, Ludovic 5 c'était le boss? Non, c'est pas le boss Si, de si, je Octo. crois que c'est le boss d'Octo, lui. Enfin, ils ont été rachetés, donc du coup, je sais pas. Ouais, Ouais, exact. Mais bon, blague à part, je pense que ouais. c'est vraiment une vraie question existentielle, là, ce choix du terme agile, l'utilisation du terme agile ou pas pour moi, en tout cas. Et ouais, il y a moi, le big ouais, up vas-y, pour vas-y, vas-y. Unfix. Hein, on parlait d'Jürgen Appello, on parlait de Management 3.0. Unfix, sur ce genre de sujet, c'est super intéressant. Hmm. J'ai Ouais, pas entendu, t'as dit? Unfix. Hmm. Unfix, Unfix, ah, d'accord. Tout à fait. en termes de titre, et puis en Hmm. termes de contenu et de pertinence. Hmm. Toi, De Jacques, titre, qui fait ça, là, ouais, fait il est ta toilette. flouté parce qu'il n'est pas d'accord d'être enregistré.
Euh, Il tient à sa euh, confidentialité. il tient ça, ouais, il a pas signé le papier. Non, Nfix, ouais, je sais pas. Moi, je suis perplexe. Parce que c'est vrai que Jorgen Appelo, il a quand même une capacité très très forte à revamper des trucs qui existent déjà. Après, Nfix, c'est intéressant comme mot, mais le terme est intéressant, mais le contenu, c'est une bibliothèque de patterns et il te donne pas de cible. Il se mouille pas sur une cible, une organisation agile. Avec Nfix, tu peux modéliser une entreprise qui est juste pas du tout agile. Hmm. Hmm. Donc c'est juste une bibliothèque de patterns. Hmm. Et c'est pas grave. Non, c'est pas Est-ce que grave. c'est une fin en soi que Non, l'entreprise non, soit non. agile? Ouais. Non, non. Alors, en soi, c'est pas grave. Mais du coup, c'est pas un modèle d'entreprise agile. Et maintenant, Mhm. si on se pose la question d'un modèle d'entreprise agile, Unfix n'y répond pas. Par contre, on peut utiliser la bibliothèque de patterns d'Unfix pour essayer de se dire, ce serait quoi un modèle d'organisation agile. Mais on peut modéliser ce qu'on veut. Après, la question, est-ce que c'est Mhm. une fin en soi, l'entreprise agile? Moi, j'ai ma réponse là-dessus, mais je pense qu'il faut, euh, comme on se l'est dit, c'est trop galvaudé, etc. Maintenant, on peut choisir soit de jeter l'éponge et de se battre sur autre chose, tout à fait Mhm. acceptable, soit de se dire, de toute façon, il y a la nouvelle mode qui va être l'organisation produit, etc. Et puis on va mettre l'agilité dedans et on va parler de produits, et puis demain on parlera de services, et puis après on va revenir au projet, puisque c'est Hmm. cyclique. Donc, et l'autre aspect, c'est aussi se dire, bah, on peut aussi redonner des lettres de noblesse précisant bien ce que c'est que le produit de l'entreprise agile. Hein. C'est Eric qui disait c'est quoi ce qu'on vend, la boîte qu'on vend, et donc d'être plus, de repréciser. Et c'est pour ça que j'ai commencé le meet-up par la définition qu'on utilisait, donc se dire de bien préciser ce qu'on met derrière le terme d'entreprise agile, de bien le valoriser. Hmm. Et évidemment, c'est pas une fin en soi. En fait, c'est pas l'entreprise agile qui est intéressante, c'est l'agilité au service de l'entreprise, mais au niveau de l'entreprise. C'est pas au Hmm. niveau des équipes, qu'au niveau Ouais. des équipes. Et je pense qu'on peut très bien redonner des lettres de noblesse à l'agilité. Par contre, il faut changer notre discours parce que, évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à la direction Ouais. qu'à l'équipe. On les Clairement. engage Hmm. pas de la même, c'est pas le même narratif. Moi, c'est pour ça que dans mon, dans mon framework et dans mes questions, je pars de la stratégie. Hmm. Et après, je redescends. Et puis à un moment donné, j'essaye de mettre en cohérence avec tout ce qu'on a apporté au niveau des équipes pour qu'on s'y retrouve. Mais je pars de la stratégie parce que Ouais. Ah, je euh, suis complètement d'accord. D'ailleurs, ouais, moi, j'emploie quasiment plus le terme culture ou mindset agile et je parle beaucoup plus de stratégie et après, ça draine derrière la culture et le mindset, etc. ça draine tout le reste, ouais. Et Ouais. ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Et j'espère qu'il y a effectivement encore cette. Enfin, oui, je pense que c'est pas encore cramé, cette opportunité de redonner, comme tu dis, c'est de noblesse au terme agile. Et en plus, à l'échelle de l'entreprise, c'est évidemment encore mieux. Bah, je pense que c'est l'occasion. Si Hmm. on se lance vraiment sur l'entreprise agile, c'est l'occasion pour repréciser, réintéresser la direction à l'agilité, mais au service de la stratégie. Et donc, après, ça se remet Hmm. partout dans l'entreprise. On a perdu Philippe, hein. Il parle d'IA, d'entreprise augmentée, d'humaine. On l'a perdu. Mais Mais en tout cas, bon, après, je vais vous redonner la parole. Mais donc, ouais, moi, je pense qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on garde le titre? Moi, je me suis posé aussi la question. On aurait pu parler d'entreprise réactive, peu Hmm. importe, adaptative ou que sais-je. Mais à un moment donné, il faut assumer. Et, Hmm. euh, et par contre, il faut se battre pour dire ce qu'on met derrière vraiment. Hmm. Ouais, tout à fait. Voilà. Eric. Pour rebondir sur ce que tu Ah, pardon. disais, Vas-y, ah vas-y. pardon Ouais. Eric, vas-y mais- Eric. oui, non, mais Ouais. en fait, ce que tu dis, c'est même, je pense, une nécessité parce que le discours agile, on voit qu'il passe plus. Et dans les recrutements, moi, ce que j'entends souvent, c'est que ils se posent des questions de à quoi servent les gens parce qu'ils prennent aussi le recrutement d'une manière pas du tout bonne. On voit qu'en fait, le message passe pas bien, en fait. De ceux qui connaissent pas l'agilité, ça passe pas. Donc, il y a effectivement une formulation qui a trouvé pour, euh,
pour que ça parle plus à ce que ça apporte, oui. Mm. Ça parle plus de ce que ça apporte. Il y a vraiment un problème de communication sur l'agilité, je trouve, maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, je l'ai vu avant de redonner la main à Jérôme. Je le vois comme avec les OKR, hein. Mon métier aujourd'hui, c'est plus coach OKR. Et donc, avec les OKR, comme c'est l'exécution de la stratégie, je rentre dans les CODIR, les COMEX, et, et comment dire, le discours, ils l'entendent. Et sans forcément parler d'agilité, de dire, voilà, on va avoir une exécution de la stratégie, qu'on va pouvoir décentraliser, on va pouvoir utiliser l'intelligence collective pour des choix tactiques, etc., tous ces points-là, et qu'on va pouvoir ajuster votre stratégie avec les feedbacks si on atteint ou on n'atteint pas les OKR. Ils sont super à l'écoute. Et là, on Mm. est au niveau intermédiaire d'exécution de la stratégie. Si on monte la marche et qu'on dit, attendez, votre stratégie, il est clair que entre ce que vous avez imaginé et la réalité, il va y avoir un gouffre, et que la différence entre ce que vous avez imaginé et la réalité, il va falloir le piloter. Mm. Là, on commence à voir les oreilles qui se, même les Ouais, actionnaires, hein, ils vont ouais, très commencer à bien. voir les oreilles qui s'ouvrent Mm. et leur dire voilà, ça, c'est l'agilité stratégique, c'est avoir la capacité à piloter le développement stratégique, et que si on tire ça, bah, faut que exactement, François, l'exécution et l'adaptation de la stratégie. Et donc, si on tire la pelote de tout ça, eh ben, on va aller sur l'agilité tactique, l'agilité opérationnelle, etc. Parce que tout ça, il faut qu'on ait un modèle opératoire qui réponde à ça. Mais la direction, je pense elle est à l'écoute et on peut Mm. vraiment se redorer le blason. Je ne sais pas si c'est le bon terme. euh, en vraiment partant de là. Mm. Je pense que l'erreur, en tout cas de mon point de vue aujourd'hui, plus je creuse, plus je me dis que c'est une erreur. L'entreprise agile, se dire l'entreprise agile, on l'a construit en mode bottom-up, en passant à l'échelle ce qu'on a appris au niveau des équipes, ça, c'est pas suffisant, c'est trop Mm. simpliste. Ouais, clairement. Et par contre, il faut aussi le prendre par les deux aspects. Les OKR, c'est effectivement un cheval de Troie, tu as tout à fait raison, Alfred. Il faut les prendre par les deux aspects et avoir un discours qui est entendable et qui apporte de la valeur à la direction, de dire on sait faire au niveau des équipes, on a prouvé qu'on savait faire, et maintenant il faut tout ça se mette en ordre de marche. Jérôme, tu voulais préciser quelque chose et je Ouais, te non, donne. tu disais Ouais, que Philippe se lâchait ou qu'il partait un peu en live sur l'entreprise augmentée. En fait, je voulais quand même réagir là-dessus parce que je ouais, pense vas-y. il y a un sujet, on peut pas ne pas en parler, je pense. Pour moi, ça fait plus d'1 an que je suis à fond IA et depuis même quelques mois, j'ai même switché, pivoté mon activité là-dessus. Euh, En fait, ça va forcément impacter l'organisation des entreprises. Parce que, en fait, ça va être pour moi le retour des petites équipes aussi. Elles vont retrouver leur lettre de noblesse dans la mesure où aujourd'hui, avec une équipe augmentée qui fait 4-5 personnes, tu peux raisonnablement dire que tu peux faire le taf de 20, 30, 50 personnes. Et donc, du coup, des petites équipes, c'est forcément, tu as moins de contraintes. Enfin, tu as moins de contraintes, tu as moins de friction, c'est plus facile à communiquer. Il faut juste qu'ils sachent maîtriser effectivement tous ces outils. Euh, donc, je pense pas que Philippe dise trop de bêtises. Peut-être que c'est ça le titre de la V2, c'est l'entreprise augmentée. Peut-être que. Merci. Intéressant, très intéressant parce que tu n'es pas évidemment pas le seul à le dire, Jérôme. Euh, Beaucoup s'intéressent à l'IA, beaucoup des agilistes s'intéressent à l'IA. Bah, pour tout te dire, en fait, moi quand j'ai découvert l'agilité, j'ai senti cette effervescence, une effervescence assez folle où je me suis lancé dans l'apprentissage de ce sujet vraiment sans frein, en particulier aussi grâce à Florent, parce que c'est lui qui m'avait pas mal mis le pied à l'étrier là-dessus. Et quand j'ai découvert l'IA, je redécouvre ce que j'ai découvert il y a 15 ans avec l'agilité, Hmm. mes puissances 10, quoi, et parce que ça va hyper vite. Et, euh, et j'arrive à. Enfin, j'ai du mal à mesurer l'impact que ça va avoir dans les entreprises demain, mais ça va être colossal, à mon sens. Ouais. Et ça, si je le dis, je parlais tout à l'heure d'Alan, de Doctolib ou de Tesla, c'est des entreprises qui tirent bénéfice de l'IA de façon très très forte, en fait. Et Hmm. qui, pour moi, on l'a dit, sont des entreprises agiles. Ok, donc mot de la fin, l'entreprise augmentée pour la V2.
C'est Enfin, top. je sais pas si Et, Florent est d'accord, mais en tout cas, c'était mon point de vue. et en ajoutant les individus dans une approche qui met en avant le collectif, c'est intéressant. Super. Eh ben, merci beaucoup. Il est 20h, donc on a atteint l'heure. C'était, en tout cas, moi, j'ai adoré. C'était super Il y a, intéressant les discussions. il y a un match de basket qui m'attend, je vais devoir vous laisser. Ouais, mais super. Wow. Merci beaucoup, Florent et Bah, Jérôme, merci à d'avoir toi. Merci à accepté. toi, Laurent. Merci. Et puis, bah, je convie tout le monde à lire votre livre, hein, ceux qui ne l'ont pas lu. Donc, ça se lit très bien parce que c'est très pédagogique. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Laurent, pour cette invitation. C'était vraiment très sympa de ta Merci à part. tous. À Et plus. puis j'ai hâte de lire Allez, ton livre. ah ouais, Bah, ouais, merci à à la tous. Ouais, prochaine. Bonne aussi, soirée. également. Très bonne soirée à tout le Merci, monde. bonne soirée. Salut. Allez, salut. Salut. À plus.